Merci aux organisateurs, aux organisatrices donc, de m'avoir invité donc, à ces rencontres. Et effectivement, moi je suis politiste, alors c'est vrai qu'on dit plutôt politiste que politologue pour éviter le côté plateau télé, voilà, disons qu'en sciences politiques on s'appelle politiste plutôt. C'est une petite, disons, spécificité. Moi je suis plus spécialement spécialisé en relations internationales et donc je m'intéresse effectivement au savoir géopolitique. Donc pour connecter au thème des rencontres, les savoirs qui m'intéressent moi particulièrement, ce sont les savoirs géopolitiques et comment est-ce que sont produits les savoirs géopolitiques, comment est-ce que sont produits les récits géopolitiques sur la crise écologique, voilà, donc sur la crise écologique en particulier. Et dans mon travail donc, de thèse, j'ai montré que beaucoup de ces savoirs géopolitiques justement sur la crise écologique étaient produits par les organisations de défense et par les forces armées, voilà, ce qui traduisait une certaine vision bien sûr de la crise écologique, sachant que je commence par le dire très clairement, les armées s'intéressent très peu finalement à leur empreinte carbone et à leur responsabilité dans la crise écologique et beaucoup plus à comment elles vont pouvoir être des solutions, voilà, des solutions pour gérer les conséquences disons catastrophiques, les conséquences disons les crises voilà, qu'ils vont pouvoir gérer, voilà, qui vont être générées par la crise climatique. Donc parmi les savoirs dans la tourmente que je vais questionner dans cette présentation, ce sont plus spécifiquement les savoirs géopolitiques et je vais donc commencer par vous dire que d'un point de vue international, d'un point de vue géopolitique, disons plus particulièrement, la question donc de l'anthropocène, notamment les questions des savoirs écologiques, ces savoirs ont été intégrés relativement tard dans les négociations internationales. Et si on prend juste le terme d'anthropocène, par exemple, le terme d'anthropocène, il a pénétré la gouvernance onusienne, donc les négociations internationales des COP, à peine en 2012. Voilà, donc on est quand même très tardivement par rapport à l'élaboration du concept qui date donc des années plutôt 80-90 avec Paul Crutzen, qui est bien connu, mais Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fresso ont fait un travail très intéressant sur le sujet. Donc aujourd'hui, les savoirs géopolitiques sont omniprésents, ça c'est quelque chose qui est assez évident, omniprésent en raison notamment donc, de la guerre en Ukraine, voilà, de ce qui se passe aujourd'hui, des crimes commis à Gaza par Israël et plus généralement finalement du tournant médiatique que représentent ces conflits aussi. Du point de vue, disons, de la crise écologique, on a un intérêt plus fort pour les conséquences aussi géopolitiques de la crise écologique aujourd'hui, avec notamment donc tout ce qui concerne les questions commerciales, donc la lutte technologique pour les technologies de transition, avec donc évidemment l'électrification du parc automobile par exemple ou autre. La guerre en Ukraine, elle a amené un débat très intéressant en Europe, c'est celui de la souveraineté énergétique par exemple, comment est-ce qu'on va pouvoir produire de l'énergie de manière souveraine sans avoir de dépendance à la Russie, hein, sans avoir de dépendance à des concurrents ou à des ennemis même sur la scène internationale. Voire aujourd'hui, on voit apparaître aussi une forme d'emballement autour des technologies, disons, de type de géo-ingénierie par exemple, c'est-à-dire une forme de technosolutionnisme, nous disant qu'on va pouvoir résoudre la crise écologique avec des moyens techniques, et donc il y a une course internationale aujourd'hui pour ceux qui auront les meilleures technologies finalement de modification du climat ou de captation du carbone. Ça se joue notamment entre les États-Unis, la Chine, l'Europe, etc. Donc on a on pourrait dire quelques symptômes qui montrent que les conséquences géopolitiques de la crise écologique aujourd'hui sont au cœur du débat public. Le problème, c'est que le récit géopolitique, comme je le disais au début, sur la crise écologique, il est très, disons, lié aux institutions de défense et aux forces armées. Et pendant très longtemps, quand on a fait de la géopolitique de l'environnement, pour le dire très clairement, on a fait de la géopolitique principalement sur les conséquences militaires, sur l'aspect chrysogène de la crise écologique. Et les organisations de défense, en fait, travaillent, c'est la généalogie que j'ai faite dans ma thèse, sur la crise écologique et sur les conséquences du dérèglement climatique depuis les années 80. Donc, il y a des travaux très intéressants qui ont été faits sur Total, par exemple, sur les entreprises privées qui depuis très longtemps savent effectivement que la crise écologique existe et qu'elle aura des conséquences très importantes sur nos sociétés. Les organisations de défense aussi ont des travaux très anciens qui témoignent qui font ce lien et qui, bien sûr, étaient très secrets, voilà, n'étaient pas communiqués et bien sûr étaient conservés dans des dossiers secrets défense, même si aujourd'hui plusieurs sont déclassifiés, j'ai pu accéder à certains d'entre eux.
Qu'est-ce que fait la géopolitique de l'environnement de défense, on va dire plus particulièrement, et je trouve que c'est la géopolitique, le savoir géopolitique qui est le plus présent aujourd'hui dans le débat public, c'est faire un lien très clair, un lien de causalité très fort entre la crise écologique et la guerre. C'est-à-dire que la crise écologique, sa première conséquence majeure, c'est de provoquer des guerres, de provoquer des conflits, de provoquer des tensions, de provoquer des migrations climatiques importantes, avec un sous-texte très fort qui est que l'armée va être amenée progressivement à jouer un rôle de plus en plus prépondérant pour gérer ces différents phénomènes. Voilà, l'armée va être nécessaire pour gérer les migrants, et on le voit déjà aujourd'hui que l'armée est mobilisée pour, la Californie a été évoquée aujourd'hui pour traiter la question des migrations de manière extrêmement violente. L'armée va être aussi nécessaire pour prévenir les guerres climatiques, les guerres du climat, qui vont venir d'une raréfaction des ressources, notamment en eau ou en terres agricoles ou autres. Et plus généralement, le terme qui a été utilisé par l'armée américaine, par l'armée française et par beaucoup d'organisations de défense, c'est le terme de multiplicateur de menaces, c'est-à-dire que le dérèglement climatique, plus particulièrement, si on prend un pan de la crise écologique, va multiplier les crises, multiplier les menaces dans le monde et demander l'intervention de plus en plus forte des armées pour gérer ces nouveaux phénomènes. Donc, ce qui est très intéressant dans ce terme de multiplicateur de menaces et plus généralement dans cette vision géopolitique de l'armée, c'est qu'il n'y a pas du tout d'intérêt, encore une fois, pour l'atténuation notamment du dérèglement climatique, c'est-à-dire réduire les émissions de la défense. Et je vous signale par ailleurs qu'on a très peu de données sur le bilan carbone des organisations de défense et des forces armées. C'est quelque chose qui est presque un impensé complet des politiques climatiques contemporaines. Et encore plus aujourd'hui d'ailleurs avec la militarisation des sociétés à laquelle on assiste, notamment en Europe, le réarmement de l'Europe dont on parle aujourd'hui. La plupart des normes environnementales, du peu de normes environnementales qu'on avait sur les équipements de défense sont en train de sauter aujourd'hui au nom du réarmement, donc on a encore moins peut-être d'accès à ces données qu'auparavant. Les armées, ce qui les intéresse principalement, c'est ce qu'elles vont appeler la résilience climatique. C'est du coup pas du tout interroger leur modèle finalement de fonctionnement, mais plutôt voir comment elles vont aider les sociétés à surmonter des crises, à surmonter des tensions. Et voilà, c'est ce qu'ils vont appeler la résilience à travers ce terme de multiplicateur de menaces. Je vous signale que notamment le ministère des Armées en France, si on reste dans le cas français, a un observatoire particulièrement dédié aux questions climatiques qui s'appelle l'Observatoire Défense et Climat et qui passe son temps à produire des rapports montrant que dans telle ou telle région du monde, la région va être déstabilisée par le dérèglement climatique, il va falloir intervenir, il va falloir gérer des flux de migrants et notamment même en Europe du Sud maintenant on commence à y avoir des travaux, comme vous le voyez ici sur la slide, peut-être il y a un écran peut-être ici, vous voyez qu'il y a même des choses qui sont sur le stress hydrique en Europe du Sud ou ailleurs en Europe aussi. Et donc, moi je m'étais dit, ce discours géopolitique sur l'environnement, qui est donc dominant, comme je le disais, qui est très repris dans les médias, parce que maintenant on a des généraux sur toutes les chaînes d'information, comme vous l'avez pu constater avec la guerre en Ukraine, il va bien marcher avec l'administration Trump, et notamment il était bien passé dans la première, le premier mandat de Donald Trump, où ça permettait de légitimer le contrôle des migrations, encore plus fort, puisqu'il y a de plus en plus de migrants avec le dérèglement climatique, et ça permettait aussi de justifier l'augmentation des budgets de la défense, et donc ça va très bien avec la vision très militaire de la politique internationale de Donald Trump. La seconde administration Trump, celle d'aujourd'hui, mène une guerre, y compris contre ses savoirs, géopolitiques sur le climat, ce qui est très, intéressant, puisque donc même le Pentagone a dû abandonner aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, plusieurs centaines de millions de budgets qui étaient consacrés à la recherche sur le climat, justement pour identifier ces fameuses tensions, ces fameuses menaces dans le monde. Donc l'obscurantisme trumpiste finalement touche même finalement des théories qui vont plutôt dans son sens finalement, notamment du point de vue des migrations. Et aujourd'hui Pete Hegseth, donc le nouveau secrétaire à la défense de Donald Trump, je suis désolé, je vais devoir dire un gros mot, mais cette administration utilise beaucoup de gros mots, donc il faut les reprendre, ne veut pas entendre parler de ces conneries de climat ou de questions climatiques qu'il qualifie de woke. Voilà, donc même au sein du Pentagone, les peu de travaux qui étaient consacrés sur la géopolitique du climat aujourd'hui ont complètement disparu et c'est une période extrêmement, problématique aussi de ce point de vue-là. Bien sûr, la question des émissions est complètement oubliée aussi, qui était déjà le grand oublié de la première vision géopolitique de l'environnement du Pentagone. Là, ça a complètement disparu, donc on n'a même plus de mention du sujet. Mais c'est le cas aussi en Europe, comme je le disais.
Donc, ce que j'essaie de faire dans mes travaux, justement, c'est essayer de critiquer ce modèle géopolitique dominant quand même, hein, même s'il est critiqué par l'administration Trump elle-même. Ce récit géopolitique dominant, comme je le disais, il s'appuie sur des grands mythes, disons, qui sont reproduits par les militaires, reproduits par les grands penseurs de la géopolitique proche des organisations de défense. C'est notamment ce qu'on a appelé le paradigme malthusien, c'est-à-dire considérer que donc la raréfaction des ressources va conduire nécessairement à des conflits puisque les populations sont incapables de gérer les ressources de manière durable, c'est-à-dire sans se faire la guerre, sans conflit. Ce paradigme malthusien, on l'a aussi appelé le paradigme de la tragédie des communs. Alors c'est peut-être plus connu dans le débat académique et le débat public. Le modèle de la tragédie des communs, c'est le modèle, disons, qui n'est pas du tout questionné dans la géopolitique de l'environnement, et notamment ce modèle, il sert à dire que les pays des Sud, en particulier, sont incapables de gérer leurs ressources de manière durable, et que donc il va falloir, d'une manière ou d'une autre, résoudre des crises qui vont émerger de cette pénurie de ressources dans les pays des Sud. Ça passe par des interventions, ça passe par des programmes humanitaires aussi, ça passe par un certain nombre, disons, une forme de néocolonialisme finalement dans ces pays-là, pour apprendre finalement à ces personnes à gérer leurs ressources de manière durable, ou en tout cas, s'ils ne peuvent pas le faire, en tout cas gérer les crises qui vont émerger de ce manquement et de ces erreurs dans la gestion des ressources. Donc on a beaucoup parlé, et c'est bon, j'ai rien de personnel contre Philippe Boulanger, mais il est un peu l'incarnation de cette vision-là, donc très géopolitique et militaire de la tragédie des communs. Si vous lisez un livre par exemple comme celui-ci, Géographie militaire et géostratégie, la tragédie des communs n'est pas questionnée, elle est très présente dans ce genre d'ouvrage, et très clairement il s'agit de dire plus la crise écologique va s'amplifier, plus finalement on va avoir des conflits autour des ressources en eau, autour des conflits de ressources agricoles qui vont nécessiter l'implication de l'armée d'une manière ou d'une autre. Le problème de cette analyse géopolitique dominante, et que vous retrouvez toujours, encore une fois, je le redis, dans les médias, c'est qu'elle tend à dépolitiser les enjeux, en plus de les rendre, disons, complètement mécaniques, d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'elle ne questionne jamais cette analyse géopolitique, la responsabilité des gouvernements, dans la mauvaise adaptation, finalement, au dérèglement climatique, hein, et la responsabilité aussi historique des pays occidentaux, bien sûr, dans la crise écologique elle-même. Donc c'est un récit qui fait une sorte de réduction, hein, c'est un récit très réductionniste sur finalement la crise écologique. Et le cas d'étude que j'aime bien mentionner pour vous donner un exemple de comment ces savoirs finalement ont contribué à cadrer le débat, c'est le cas de la guerre civile syrienne. La guerre civile syrienne, pourquoi je la mentionne? Parce que vous avez, au moment où elle a été déclenchée, une pluralité de think tanks proches du Pentagone à Washington qui vont publier des études assez poussées pour montrer que la guerre civile syrienne, c'est une guerre du climat, c'est une guerre d'origine climatique, en s'appuyant sur le fait que avant, disons, les soulèvements syriens, il y avait une sécheresse terrible dans le croissant fertile, et cette sécheresse finalement aurait conduit à des mouvements de population et à des mouvements de population qui ont conduit en nouvelle chaîne de causalité au fameux soulèvement de la population contre le régime de Bachar el-Assad. Cette, disons, analyse de la guerre civile syrienne, elle a été reprise de manière extrêmement opportuniste par Bachar el-Assad lui-même, qui a clairement présenté cette guerre civile aussi comme une guerre d'origine climatique, ce qui lui permettait de dire, bien sûr, que lui n'avait aucune responsabilité dans le soulèvement. D'accord ? Donc le problème de cette vision géopolitique, c'est qu'elle dépolitise les enjeux, elle ne permet pas de voir la responsabilité des gouvernements, et en fait on blame climate change, quoi. Donc c'est vraiment le changement climatique qui est responsable de la situation. Marwa Daoudi, donc si vous voulez une analyse extrêmement fine qui a vraiment déconstruit ce discours, c'est l'ouvrage de Marwa Daoudi sur le conflit syrien, qui a bien montré que si on veut trouver une cause environnementale au conflit syrien, il ne faut pas la regarder du côté du dérèglement climatique, il faut la regarder du côté des politiques agricoles peut-être de Bachar el-Assad et de son père Hafez avant lui, qui ont mis en place un modèle agricole complètement abscon, qui s'appuyait sur des hypothèses de pluviométrie vraiment impossibles finalement à respecter, et qui a conduit donc finalement à une pénurie agricole et une situation très précaire des agriculteurs syriens, notamment dans des zones où il y avait une opposition au régime, hein. Donc c'est vraiment des zones qui ont été particulièrement ciblées par ces politiques agricoles extrêmement, voilà, comme je disais, inopérantes et problématiques. Donc
Vous voyez très bien par là qu'on dépolitise les enjeux quand on fait le lien entre changement climatique et conflit, voire que l'on a tendance à voilà, déresponsabiliser des gouvernements qui sont autoritaires, qui ont une responsabilité très forte dans la situation. Et donc, ce que j'essaye de faire maintenant, c'est essayer de voir si on ne peut pas trouver un récit géopolitique qui serait alternatif, justement. Donc, est-ce qu'on pourrait penser un récit géopolitique qui viendrait donc respecter, enfin plutôt prendre en compte les questions des limites planétaires et prendre en compte plutôt une perspective plutôt écologique des relations internationales. Est-ce que c'est possible? Alors là, je m'aventure dans le chemin de l'hypothèse, donc c'est un travail en cours, hein, donc voilà, vous pouvez dire que c'est n'importe quoi si vous voulez, hein. J'essaye en tout cas de proposer une alternative en reprenant des grands concepts voilà, de la géopolitique et essayer de voir comment on peut les écologiser d'une certaine manière, hein, comment on peut les transcrire de manière écologique. Et donc le concept que j'ai commencé à travailler un peu, c'est le concept de puissance, justement. C'est un concept très intéressant puisque le concept de puissance, justement, si vous regardez la théorie géopolitique, il est sans limite. La puissance est sans limite. C'est l'accumulation de la puissance qui fait que vous êtes voilà, important sur la scène internationale. Et finalement, peu importe que vous fassiez la guerre, que vous engagiez des politiques impérialistes, le but c'est finalement d'être le plus puissant possible. Et on ne pense jamais la dimension finalement écologique de cette puissance. C'est-à-dire que cette puissance, à un moment donné, elle se heurte aux limites planétaires, elle se heurte forcément à une situation planétaire finalement que l'on connaît bien dans les domaines des sciences de la durabilité. Donc j'ai essayé d'introduire donc une vision écologique de la puissance qui distingue deux pans. Voilà, donc aujourd'hui, si on devait penser la puissance peut-être dans un contexte de crise écologique, il faudrait la penser à la fois comme matérielle et comme sociale. Qu'est-ce que j'entends par puissance matérielle? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des pays qui ont la possibilité de protéger ou de détruire des écosystèmes critiques, des écosystèmes qui sont essentiels pour finalement l'habitabilité de notre planète. Et ces pays aujourd'hui sont puissants écologiquement parce qu'ils ont le contrôle de ces écosystèmes critiques. L'exemple type que l'on peut prendre assez facile, parfois je pose la question à mes étudiants, je ne sais pas trop si on peut le faire ici, c'est le Brésil. D'accord, le Brésil est assez intéressant du point de vue de la puissance écologique parce qu'il a un contrôle de la forêt amazonienne quand même assez important et qu'il est souvent dans une politique de chantage vis-à-vis de la forêt amazonienne, à la destruction, à la protection de la forêt amazonienne. Bolsonaro avait notamment fait beaucoup de chantage autour de la destruction de la forêt amazonienne pour avoir des financements internationaux et Lula n'est pas non plus exempt de tout reproche en la matière. Des pays comme le Canada, qui ont des forêts boréales immenses aussi, ont aussi un contrôle d'écosystèmes critiques et peuvent aussi faire ce chantage à la destruction et à la protection des écosystèmes critiques. Donc il y aurait peut-être cette dimension matérielle de la puissance qui serait intéressante à interroger et aussi une dimension plutôt sociale, donc plutôt pour parler de soft power si on devait reprendre une grammaire de relations internationales, une dimension sociale qui s'appuierait plutôt sur le fait que certains pays se positionnent comme des leaders moraux hein, ou des leaders symboliques en matière écologique, malheureusement dissimulant mal parfois d'autres intérêts bien sûr, et on peut prendre l'exemple de la France notamment. La France depuis l'accord de Paris s'est positionnée comme un leader moral dans les négociations. Il n'y a qu'à voir les gesticulations d'Emmanuel Macron encore à la conférence sur les océans récemment, essayant de montrer que la France voilà, a une position disons de défenseur de l'accord de Paris, de promoteur de multilatéralisme environnemental, bien que, on le sait très bien, les politiques écologiques sous Emmanuel Macron ne sont largement critiquables si elles existent. Et donc l'idée ce serait ensuite peut-être dans un travail de faire différentes configurations de la puissance écologique. Donc je parlais d'Emmanuel Macron à l'UNOC en ce moment. La Chine est un pays intéressant de ce point de vue-là puisque la Chine aussi est en train de présenter un discours écologique très fort sur la scène internationale, plutôt de manière encore une fois symbolique. Le terme que vous retrouverez souvent peut-être dans le débat public et peut-être quand vous voyez des représentants chinois si vous en croisez ou des diplomates chinois, c'est le terme de civilisation écologique. Donc la Chine aujourd'hui se présente comme finalement un pays qui promeut une forme de nouvelle civilisation tournée autour de l'écologie, très technosolutionniste, hein, c'est-à-dire très tournée autour de technologies de transition, qui sont chinoises bien sûr, très portées sur l'électrification. Et c'est un autre exemple, peut-être la Chine de puissance sociale, ou en tout cas de puissance symbolique en matière écologique. Donc voilà, déjà peut-être le concept de puissance, on pourrait le cerner de cette manière-là, et il permettrait d'expliquer aussi, disons, différentes tensions dans le multilatéralisme onusien, y compris d'ailleurs les retraits américains, y compris les négociations autour de l'accord de Paris qui ont montré des lignes de
fractures très claires en matière de gestion des écosystèmes. Donc je vais passer rapidement sur le multilatéralisme parce que ce dont je voulais parler aussi, c'est bien sûr la deuxième dimension de la puissance écologique, c'est la puissance matérielle. Et pour moi, la puissance matérielle, elle n'est pas liée que aux écosystèmes critiques. La puissance matérielle aussi, elle se base aussi énormément sur le technosolutionnisme, sur les solutions technologiques à la crise écologique. Et là, les militaires sont présents aussi. C'est-à-dire que dans les organisations de défense, si on a abandonné progressivement la référence au climat, la recherche technologique sur la captation carbone ou sur la géoingénierie solaire continue de manière assez forte, notamment en France, qui est un pays que j'analyse avec les États-Unis. Et vous le savez peut-être, mais la géoingénierie, elle a une origine militaire. Elle a une origine militaire très claire, qui est qu'on a appelé les techniques de modification du climat, qui avaient été déployées notamment pendant la guerre du Vietnam. Pendant la guerre du Vietnam, les Américains avaient fait de l'ensemencement des nuages, c'est-à-dire qu'ils avaient créé des pluies artificielles visant à donc embourber les insurgés vietnamiens, ce qui avait eu l'effet inverse d'ailleurs de manière très poétique, ça avait embourbé les Américains surtout, puisque c'était eux qui avaient des transports mécanisés et qui donc avaient besoin de se déplacer de manière, disons, plus avec des automobiles, avec des chars lourds, et ce sont eux qui se sont trouvés souvent embourbés. Mais en tout cas, dans certains ouvrages, on refait une généalogie de ces techniques de modification et on voit très bien que ce sont les militaires qui ont commencé par les travailler. Aujourd'hui donc, il y a une vraie course, on pourrait dire, au niveau international et qui n'est pas du tout documentée, on en parle très peu, une course à la recherche de ces technologies qui cherchent à modifier le climat plutôt qu'à changer nos systèmes productifs, parce que c'est la fuite en avant qui nous est présentée. Et vous savez peut-être, mais donc il y a deux technologies qui aujourd'hui monopolisent l'attention, ce sont les technologies de captation du carbone. Donc on est tous, voilà, une technologie de captation du carbone qu'on connaît très bien, c'est planter des forêts, voilà, c'est quelque chose qui aujourd'hui est très à la mode, même si on sait très bien que une forêt replantée, ça capte beaucoup moins de carbone qu'une ancienne forêt. Donc, le problème, c'est plutôt la déforestation que la reforestation aujourd'hui. Mais donc on a la captation du carbone dans les forêts, dans les océans aussi, ça se développe de plus en plus, ou encore la captation du carbone artificielle, bien sûr, dans les sous-sols. Et les Américains aujourd'hui sont assez avancés dans le fait de capter le carbone et de l'injecter dans les anciennes cavités où il y avait le pétrole, notamment au Texas. Donc de manière assez, disons, alors si on a un humour très noir, poétique, on remplace le pétrole par du carbone liquéfié maintenant dans les nappes au Texas, et c'est une manière donc de faire de la géoingénierie aussi très populaire aujourd'hui aux États-Unis, avec des intérêts privés bien sûr qui se sont greffés dessus. Et la deuxième type de technologie qui est beaucoup plus, disons, qui est un peu moins connue mais qui fait beaucoup plus peur quand on la mentionne généralement, c'est donc la gestion des flux radiatifs solaires, c'est-à-dire essayer de bloquer finalement les rayons du soleil et d'empêcher le réchauffement de la Terre. Et donc ça passe par soit une simulation d'éruption volcanique, c'est-à-dire qu'on va balancer des aérosols dans l'atmosphère pour refroidir artificiellement la Terre, soit par des effets d'albédo, par exemple en mettant du blanc sur les toits, etc. Moi j'aime bien parler plutôt de la question de ces particules réfléchissantes dans l'atmosphère, puisque ce sont des choses qui sont aujourd'hui extrêmement étudiées, notamment par certaines startups, qui sont d'ailleurs proches parfois des milieux de la défense, et notamment le projet Make Sunset que vous avez ici avec les deux drôles de monsieur avec le ballon en bas à droite. C'est une startup qui essaye, qui fait des expérimentations aux États-Unis sur le blocage des flux radiatifs solaires, sans aucun contrôle d'ailleurs fédéral. Alors c'était à l'époque de Biden, aujourd'hui ça s'est peut-être un peu calmé, mais voilà, sans aucun contrôle à la fois donc des effets disons écologiques et des effets géopolitiques aussi de ce type d'expérimentation, puisque vous imaginez bien que gérer les flux radiatifs solaires, ça va avoir des conséquences de refroidissement pour le pays concerné, mais aussi pour les pays aux alentours. C'est-à-dire que si un pays comme les États-Unis décide de faire de la gestion des flux radiatifs, ça peut refroidir le climat du Mexique, ça peut refroidir le climat du Canada aussi. De la même manière, si la France décide de le faire, ça peut refroidir le climat de l'Allemagne ou d'autres pays aux alentours. Et donc je vais prendre un exemple encore plus parlant peut-être aujourd'hui. La Chine le fait, donc si la Chine essaie de refroidir son climat artificiellement, ça peut toucher le Japon ou la Corée, par exemple. Et donc là, on est sur des questions aussi assez problématiques. Et donc, quand on
parle de prolifération, aujourd'hui on l'associe beaucoup au nucléaire. Moi j'aimerais bien qu'on parle davantage aussi de prolifération de ces technologies de géo-ingénierie, parce que justement aujourd'hui on a le même phénomène que pendant la guerre froide, en quelque sorte. Il n'y a pas de contrôle des retombées écologiques de ces technologies, il n'y a pas de gouvernance de ces technologies, et on a l'impression qu'elles se développent de manière complètement libre et sans attention particulière, alors qu'elles ont des retombées écologiques et potentiellement géopolitiques très importantes. Il y a simplement une Climate Overshoot Commission, où vous avez le logo ici, qui essaye de faire du suivi un petit peu de ces technologies, mais on est dans un impensé, dans un trou noir vraiment de la gouvernance mondiale qui, à mon sens, pose problème. Et pour finir, voilà, je voulais juste finir sur un concept qui est aussi clé dans la géopolitique et qu'on devrait sans doute questionner, c'est le concept de sécurité. Voilà, généralement, quand on parle de sécurité au niveau international, voilà, c'est le b.a.-ba finalement de la géopolitique. On essaye d'assurer la paix et la sécurité. Le concept de sécurité qui aujourd'hui est très à la mode et encore un peu avant Trump, on va dire, on va voir ce que ça va donner maintenant. C'était le concept de sécurité climatique. C'est un concept qu'on entend souvent au niveau international, notamment au Conseil de sécurité des Nations Unies. Il y a eu beaucoup de débats sur est-ce qu'on doit associer le climat à la question de la sécurité, est-ce qu'on doit parler de sécurité climatique et qu'est-ce que ça veut dire finalement la sécurité climatique. Comme vous le voyez ici, donc là je vous ai mis un vote au Conseil de sécurité, vous avez des pays qui sont très promoteurs de ce concept, les pays occidentaux principalement, promeuvent énormément le concept de sécurité climatique. Les pays du Sud sont beaucoup plus sceptiques par rapport au concept de sécurité climatique, parce que ce concept, eh bien, ça veut dire que vous avez donc des conséquences sécuritaires au dérèglement climatique, encore une fois je reviens au début, qu'il va falloir gérer, qu'il va falloir encadrer, et des pays comme l'Inde ou la Chine ont peur que ça nourrisse un néo-impérialisme occidental aussi dans les régions des Sud, ce sont les défenseurs de ces régions, et au Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est très clairement pour cette raison que les résolutions pour faire passer la question de la sécurité climatique ont systématiquement été bloquées par la Chine et par l'Inde notamment, quand l'Inde faisait partie du Conseil, et par la Russie aussi, qui a eu son droit de veto, qui a mis son droit de veto sur cette résolution en particulier. Donc la question c'est, derrière la sécurité climatique, est-ce qu'on n'a pas un risque d'ingérence environnementale très fort, qui d'ailleurs avait été dénoncé par Jair Bolsonaro pour d'autres raisons dans le cas de la forêt amazonienne, en disant on ne veut pas d'intervention occidentale pour nous expliquer comment finalement gérer nos ressources. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention et voilà, on passe aux questions je pense maintenant. Merci.